C'est l'amitié rêvée, celle que l'on nous vend dans les séries télé. On traverse tout ensemble, on ne se quitte jamais, on ne prend jamais une décision sans en parler les uns avec les autres, et les querelles durent au maximum 2 ou 3 épisodes. Surtout, on se réunit le plus souvent possible, que ce soit au café du coin, dans le même canapé pendant 10 ans, ou au bar d'en bas, assis à chaque fois à la même table, devant les mêmes bières, sur les mêmes chaises. Chacun son QG, l'important c'est que les autres soient là à chaque fois, que l'amitié traverse le temps, les histoires d'amour, les changements de job et les déménagements. David et Quentin sont cousins. Ils s'aiment comme des frères et vivent leur amitié comme à la télé. Quoi qu'il arrive, ils se disent tout. Quoi qu'il arrive, ils se retrouvent chaque dimanche soir au bar du coin pour débriefer leur semaine. Quoi qu'il arrive. Vous écoutez Transfert épisode 201, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Je suis né à Saint-Étienne, dans le quart sud-est de la France. C'est une petite ville de 150 ou 200 000 habitants, je crois. J'y ai passé toute mon enfance, de mes 0 à mes 15 ans. Et après, j'en suis parti assez vite dès que j'ai pu faire des études supérieures. Donc j'ai grandi là-bas, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Galmieu, qui est un village. J'ai 2 sœurs, l'une avec laquelle j'ai 3 ans d'écart, et la deuxième qui naît plus tard, avec qui j'ai 10 ans d'écart. L'essentiel de mon enfance, je la passe avec ma petite sœur, avec qui j'ai 3 ans d'écart. Et la particularité, c'est qu'on grandit avec nos cousins, avec qui on passe les mercredis chez nos grands-parents, qui passent une grande partie de notre enfance à nous élever. De mes 0 à mes 15 ans, je passe peut-être pas tous les mercredis après-midi, mais en tout cas, une immense majorité de mercredis après-midi et matin d'ailleurs, avec mes cousins. On est séparés en 2. D'un côté, ma sœur est avec mon cousin qui a 1 an de moins que moi, qui est à peu près dans la même classe d'âge, qu'elle. C'est les petits, et de l'autre côté, il y a les grands. C'est moi et mon cousin qui a 1 an de plus que moi, qui est pas le chef de bande, mais en tout cas, c'est le plus grand, c'est le plus débrouillard, c'est le plus intrépide. Il y a ces 2 groupes avec d'un côté les petits, de l'autre les grands, et Quentin et moi, on est toujours fourrés ensemble. Le temps fort de ma semaine, c'est de revoir Quentin le mercredi, d'imaginer ce qu'on va faire tous les 2. Les mercredis, chez mes grands-parents, on invente toutes sortes de conneries. Il y en a plusieurs qu'on fait, alors à des âges différents, hein. Quand on est vraiment tout petit, on fait des expériences avec les kits du petit chimiste. Évidemment, on trafique la recette pour que soit que ça explose, soit que ça fasse de la fumée, enfin que ça fasse pas comme c'est marqué sur le mode d'emploi. Et pas très loin de chez mes grands-parents, il y a un terrain de tennis, et le terrain de tennis, on y va, et on passe l'après-midi autour du terrain de tennis, pas sur le terrain de tennis, à chercher dans les ronces et à se rouler dans les ronces pour retrouver des balles de tennis. On en fait des seaux qu'on ramène chez mes grands-parents et qu'on stocke dans le garage, et dont on fait jamais rien évidemment. Quand je suis ado, on se prend une passion pour boire des cafés, donc on se fait des cafetières. Il y a une petite cuisine en bas, une cuisine d'été que mes grands-parents n'utilisent pas, et pendant qu'ils ont le dos tourné, parce qu'on est un peu jeune pour boire du café, on doit avoir, je sais pas, 12-13 ans. On fait des grandes cafetières en scred, et on s'enferme dans le noir dans la petite chambre à côté pour boire des grandes cafetières, qu'évidemment le soir on est ingérable. Pendant un moment, je sais pas comment, mais il y a une paire de casques de moto qui atterrissent chez mes grands-parents, et on les récupère, et on squatte la voiture de ma grand-mère pour faire les pilotes et copilotes de rallye. Et c'est pareil, ça, on y passe des après-midi entières, juste à faire ça, et à se raconter l'histoire, quoi. La voiture, c'est ma passion à moi, les voitures de course, qui a pas particulièrement de précédent familial, ou je sais pas pourquoi j'aime ça. La moto, je crois que j'ai toujours vu des motos chez les parents de Quentin, parce que c'est mon oncle qui nous transmet très, très jeune la passion de la moto. Quentin, à 14 ans, était sur une mobylette. Moi, à 14 ans, je suis sur une mobylette aussi, et après, j'achète une moto, il achète une moto.
On n'a pas arrêté de faire de la moto depuis qu'on est tout petit. Par contre, dès qu'on commence à faire de la moto, même qu'on commence à faire de la mobilette, on fait attention, on prend pas de risques. Parce qu'une chute en moto, ça arrive vite et on peut se faire mal. Cet aspect-là, il est d'autant plus marqué que moi, mon père fait de la moto quand il est jeune, mais il arrête assez vite, sur le coup des 18-20 ans parce qu'il a un accident. Il se fait renverser à Saint-Étienne et il se fracture tout le bras gauche. Le fait de faire ça en sécurité et quand tu as 15 ans, c'est pas forcément la première chose à laquelle tu penses. Mais à ce moment-là, on passe vraiment des journées entières à bricoler nos motos pour faire qu'elles aillent un peu plus vite, qu'elles soient un peu plus jolies. On se prend un peu de passion, bricolage, lustrage, à ce moment-là. C'est là où on fait nos premiers road trips aussi, en moto. Il y a une fois où on part voir une course, dans l'ouest de la France, avec son père. L'ouest de la France, c'est littéralement à l'opposé de Saint-Étienne et faire un trajet comme ça avec une 125, c'est long. C'est long et ça fait mal aux fesses. Mais on fait ça parce que ça nous éclate, parce qu'on part en convoi, c'est marrant, on sangle la tente à l'arrière de la selle, c'est des souvenirs assez incroyables et pleins de liberté. Quentin est, depuis tout petit, quelqu'un de plutôt extraverti, très angoissé, mais plutôt extraverti, qui va plutôt vers les autres. Il part à l'internat, Quentin, il a 15 ans. Je sais pas, en 3 semaines de temps, il se fait plus de copains que moi je vais m'en faire pendant tout mon lycée. Et moi, je suis beaucoup plus introverti, j'ai beaucoup plus de mal à aller vers les autres. Et en fait, les 2 font la paire. Donc on a ces 2 tempéraments qui sont pas du tout pareils et où, moi j'ai pas de grand frère, ça m'a jamais manqué, je pense parce que j'avais Quentin qui est pas mon frère, mais qui, parce qu'il n'est pas mon frère, est bien plus que mon frère, parce qu'on peut se dire plus de choses, on peut faire plus de choses. Il y a pas la pression du quotidien. On est en août 2012, j'ai 21 ans, je viens de terminer mes 2 premières années d'études et dans l'école que je fais, la 3e année d'études, elle se passe à l'étranger. Donc je pars à New York à la fin du mois d'août, 2012. C'est une année que je veux assez solitaire. Par contre, c'est la première fois de ma vie que je passe autant de temps sans voir Quentin. Donc on s'appelle, on se Skype un peu et on décide, un peu sur un coup de tête de faire un voyage ensemble, aux États-Unis. Quand on le décide, on sait pas trop de quoi on parle encore. Ce qu'on sait, c'est que Quentin, cette année-là, il finit ses études et que en fait, il passe son diplôme à la fin de l'année et que dans l'été, il est libre et au bon moment de sa vie pour faire un road trip aux États-Unis. Quentin finit par arriver à New York en juillet 2013 et je vais le chercher à l'aéroport. L'aéroport, Kennedy à New York, il est loin de Manhattan, il est loin du centre-ville. Il y a quand même quelques personnes qui sont venues me voir cette année-là pour, voilà, pour me visiter. Ça faisait une occasion d'aller à New York et cetera. Je suis pas tous allé les chercher, mais là, évidemment, Quentin, j'y vais. Il finit par arriver, ça fait 1 an que je l'ai pas vu et je le trouve pas changé. Je le trouve pas changé une seconde. C'est comme s'il avait toujours été là, comme s'il avait toujours été, là, dans la situation, dans le contexte, quoi. Posé devant la porte vitrée à JFK, et qui devait arriver à ce moment-là et que c'était écrit comme ça. Évidemment, il arrive, je le prends dans les bras, on s'embrasse, je lui prends ses valises et je crois qu'on a dû parler en non-stop. Mais quand je dis parler, c'est sans aucune interruption. Je pense que de la porte de l'aéroport à la porte de chez moi, on ne s'est pas arrêté de parler une seconde. Et là, il me raconte la fin de son année. Il me raconte, ses potes, il me raconte les beaux-arts, il me raconte son projet de fin d'études. On reparle pas mal dans la voiture et on rattrape le temps perdu, en fait. On rattrape le temps perdu. Le premier truc qu'on doit faire, c'est qu'on fait des courses parce qu'on dort pas à l'hôtel, on dort sous la tente et la bagnole, c'est une petite Dodge blanche. On blinde la voiture, on part, on passe la première nuit, dans un parc dans l'État de New York, où il y a des animaux, on dort pas bien, enfin, c'est un peu folklore et on finit par s'arrêter, dans le Vermont
pour aller faire de la randonnée. Avant de partir de New York, on avait acheté un petit pochon de bœuf, pour fumer un pétard, une fois de temps en temps le soir, quoi. Et en fait, le pochon de bœuf, bah, on le touche pas parce qu'après le Vermont, on décide d'aller au Canada et le fait de passer la frontière avec le pochon de bœuf dans le coffre, ça nous stresse tellement qu'on décide d'enterrer le petit pochon avant de passer la frontière. La frontière dans le Vermont, hein, c'est littéralement une route, hein. Il y a pas de poste frontière, il y a rien du tout. Mais quand même, on est trop stressé, donc on enterre le petit pochon de bœuf, on lui fait une petite cérémonie d'adieu et on part et on traverse la frontière. On fait la route, je crois, d'une seule traite, jusqu'à Montréal. À Montréal, c'est notre première escale en ville. On sait pas où on dort, donc on finit par garer la bagnole. Moi, je prends mon petit sac à dos avec mes choses de valeur dedans, mon téléphone et mon ordinateur. Donc on va s'installer, sur une terrasse rue Sainte-Catherine, qui est visiblement une rue un peu connue à Montréal pour boire des coups et je sais pas, une demi heure après, je me rends compte que j'ai plus mon sac à dos. Manifestement, je me suis fait voler mon sac à dos. Alors dedans, heureusement, il y a pas les passeports, mais il y a quand même mon téléphone, mon ordinateur et accessoirement, il y a les clés de la bagnole. Donc on passe un peu une journée en enfer. On finit par aller dans une agence de location, la même marque que la voiture qu'on a louée, qui nous disent qu'ils peuvent pas faire grand-chose. Quentin, à ce moment-là, appelle sa maman parce que, sa maman a travaillé dans une boîte américaine, elle a pas mal organisé de voyages, elle connaît un peu des gens dans ce milieu-là. Et là, il nous dit: «Écoutez, je vous ai vu une solution, mon pote Kevin qui travaille à l'aéroport, allez à votre voiture, on va vous envoyer un camion et puis c'est réglé, quoi». On retourne à la voiture et là, on voit un mec qui arrive avec un camion plateau américain, tout chrome dehors, qui nous embarque la voiture et nous, on stresse à mort parce qu'on sait pas ce qui se passe et surtout on sait pas qui paye à ce moment-là. Donc on se dit: «Oh là 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 là, mais il va falloir qu'on paye la loc, de la dépanneuse du centre de Montréal jusqu'à Trudeau, ça va jamais le faire et tout». On arrive à Trudeau, un immense parking. Là, il y a un mec qui sort de nulle part avec un petit kit brandé Europcar, quoi, et il ouvre la voiture. La voiture qu'on regarde dans le blanc des yeux depuis la veille au soir quasiment. Il est milieu d'après-midi et tout, on est fatigué, on n'a pas dormi et le mec, il passe sa petite raclette là sous la vitre et il ouvre la voiture en 30 secondes. On récupère toutes nos affaires, personne nous demande de rien, pas une pièce d'identité, pas un passeport, rien. Donc on laisse la voiture et on va à l'endroit où avait indiqué le type qui nous a aidés à Montréal. Et là, on arrive, on trouve le Kevin en question et une voiture qui sort de nulle part, qui fait 2 fois la taille de celle qu'on avait louée, initialement, intérieur cuir, toit ouvrant, tout ce qu'il faut. Il me dit: «Voilà, ça c'est votre voiture, messieurs, vous chargez vos affaires, vous repartez». Ce qu'on fait, il nous demande pas un copec. On se demande un peu ce qui se passe, à ce moment-là, mais surtout on se rend compte qu'on a quand même un bol formidable. Donc on part sans demander notre reste, en entendant le bruit du moteur, en s'insérant sur la bretelle d'autoroute, en partant de Montréal, on finit par éclater de rire en se disant: «Mais on a quand même le cul bordé de nouilles, quoi». On achète une carte dans une station-service où on va, surligner l'itinéraire et on part avec notre carte routière, notre grosse bagnole et on traverse, on descend par Chicago. En fait, on traverse les États-Unis en diagonale jusqu'au Colorado, à Las Vegas et on remonte par la côte ouest. Et à un moment donné, on arrive dans l'Utah, dans un endroit qui s'appelle Saint-Georges et à ce moment-là, on décide d'aller se faire couper les cheveux. C'est assez souvent quand on était tous les 2 qu'on prenait l'envie d'aller se faire couper les cheveux ensemble. Et là, on se dit que ça nous ferait un souvenir, quoi. Et pour le coup, ça nous fait vraiment un souvenir parce qu'on y va, on est habillés tous les 2, je pense que Quentin doit avoir un t-shirt, coloré, un truc genre turquoise. On est tous les 2 en short et on a tous les 2, nos têtes de jeunes adultes, européens, et c'est pas vraiment couleur locale, quoi. On va se faire couper les cheveux, on discute un peu avec, les dames du salon de coiffure, elles sont adorables avec nous et on voit qu'il y en a une troisième dans le fond du salon de coiffure qui est un peu moins accorte que les 2 autres, quoi. On se fait couper les cheveux, ça prend pas très longtemps, hein, et en fait, quand on ressort, on voit un peu un attroupement, devant le salon de coiffure parce que, bon, les gens avaient un peu discuté entre eux et ils se demandaient, qui étaient ces 2 homos qui venaient se faire couper les cheveux dans la bonne ville du Christ, quoi.
Le fait qu'on nous prenne pour des homos, ça nous dérange pas, ça nous fait même rire. On s'en fout un peu à vrai dire, heu, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. On s'est même déjà fait, casser la figure, pour une confusion similaire parce que les gens nous prenaient pour un couple. Mais nous, ça nous dérange pas du tout. On n'a pas la même tête avec Quentin. Donc la proximité qu'on a, les gens du coup ne peuvent l'interprètent comme si on était un couple parce qu'on se ressemble pas et que c'est pas la même proximité que 2 frères ou c'est plus proche d'un couple que de 2 frères. Parce que la manière dont on se parle, la manière dont on se regarde, je pense que pas beaucoup de gens ont ça et donc ça interroge un peu, quoi. Parce que c'est très fusionnel, parce qu'on a notre langage à nous, que parfois quand on se parle tous les 2, les gens autour de nous comprennent pas. Parce on a des mots-clés, des codes qui nous viennent de loin, de quand on était petit et qu'on a construit au fur et à mesure du temps. Et c'est assez déstabilisant pour les gens. La plupart du temps, quand les gens nous voient pour la première fois, ils sont un peu déroutés. Après ça passe, mais ils sont un peu déroutés. Donc le fait qu'on nous prenne pour un couple, ça fait partie de ces réactions, de premier abord un peu déroutant. L'été est fini, Quentin rentre en France, moi je rentre, quelques jours après lui. On se revoit pas trop, pas tout de suite après le road trip, c'était quand même assez dense, donc on respire un peu. Moi, je m'installe à Paris, à ce moment-là, on est en août 2013. Quentin s'installe aussi à Paris et là commence une nouvelle vie, notre vie de jeune adulte et surtout notre vie dans la même ville, parce qu'on n'a pas fait nos études dans la même ville. Donc là, on va pouvoir se voir plus, quoi, et se voir vraiment. Donc moi, j'habite rue du Faubourg-Saint-Denis. On va assez vite poser le camp dans un bar, qui s'appelle le Sully, où on a dû aller le deuxième ou le troisième soir où je suis dans mon appart. Le Sully, c'est un peu le centre névralgique de nos vies à ce moment-là, parce que c'est là où on se retrouve. C'est là où on a nos habitudes, donc le bar, c'est un radin, il est un peu dégueulasse, mais on a l'impression d'y être comme dans des canapés parce qu'au bout d'un moment, on est connu là-bas. Ça nous sert à tout. Ça nous sert à exprimer nos joies, nos peines, à faire des choix, à prendre des décisions. C'est là où on se raconte tout, en fait, coudé sur une table de bar. C'est là où Quentin, par exemple, m'explique que dans son travail actuel au journal Le Monde, ça commence à plus trop lui plaire, il a envie de faire autre chose, que la cuisine, c'est quand même un peu son truc. Et c'est là qu'il décide de plaquer son taf, pour, se lancer, dans la cuisine, passer un CAP et devenir cuistot, quoi. C'est vraiment à ça que ça nous sert, je suis c'est là où, il prend aussi la décision de se séparer de sa copine, puis de se remettre avec. C'est notre centre de gravité à ce moment-là. Je prends pas une seule décision importante dans ma vie sans la tester et sans la partager avec Quentin. Alors à 21 ans, on a les problèmes qu'on a, donc une décision grave, c'est de se mettre ou pas avec quelqu'un. Alors que dans la vie, une décision grave, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais tous mes choix, je les fais avec son avis, pas nécessairement en fonction de son avis, mais à un moment, je me demande si je continue dans les études que je fais ou si je fais pas un peu autre chose. C'est un peu lui qui m'en dissuade, donc c'est ce genre de discussion qu'on a. Donc ça, c'est plutôt les discussions sérieuses en première partie de soirée et puis passé la deuxième pinte, en général, on parle un peu plus de filles et des vrais soucis de la jeunesse, quoi. C'est la personne la plus importante de ma vie et il prend toute la place qu'il occupe dans ma vie à ce moment-là, à cette époque-là. On a toujours un peu discuté de la mort avec Quentin. Comme on parle de tout, en fait, on parle aussi de la mort et on parle de la mort des gens qui nous sont chers et donc on parle de la mort l'un de l'autre et c'est très étrange parce qu'on se dit que ça n'arrivera jamais et en même temps, on sait un peu que ça va arriver. Et moi, j'en plaisante pas mal. Il y a un moment où je suis pas bien dans mes baskets, et où je dis: «Mais moi, j'ai pas envie de passer 30 ans, si c'est pour avoir une vie comme ça, métro, boulot, dodo, ça me fait chier, les gonzesses, ça m'emmerde, c'est bon, quoi». Et en fait, je suis très surpris parce que je pense que je suis tout seul à y penser et il y a une fois où, plus tard dans le temps, on est en train de le déménager et le soir, on va boire une bière, pour se récompenser et il me dit: «Mais putain, tu sais, tout à l'heure, quand je te voyais monter là, les lattes du sommier et tout dans l'escalier de service, je me suis dit: "Mais s'il meurt un jour, je vais vraiment être dans la merde"».
Je crois qu'en fait, pour moi, c'est ce qui définit aussi le truc, c'est que je me dis que s'il meurt un jour, je vais être dans la merde. Et la mort de Quentin, pour moi, c'est un truc qui n'arrive jamais. Le soir du 11 août 2017, j'ai 26 ans et je me fais larguer par ma copine de l'époque. Une histoire qui se finit un peu triste, un peu sale, quoi. Et je suis super malheureux parce que c'est elle qui choisit et pas moi. Mais bon, à un moment, il faut se remettre en selle et donc je sors dans la rue avec mon sac, et j'appelle Quentin parce que j'ai pas d'endroit où dormir. En plus, lui, il habite vraiment pas loin de là où mon ex habite, donc je me dis que ça peut faire et j'appelle Quentin et Quentin, il est pas chez lui et il me dit: «Bah, viens et puis on va aviser, quoi». Je saute dans une voiture et je le rejoins. Il est avec, 2 de ses potes. Il y a un gars qui est assez sympa, mais qui me marque pas trop et une de ses potes, une, petite nana qui s'appelle Charlotte, que je connais pas, dont il m'a déjà parlé, mais je la connais pas, c'est la première fois que je la vois. J'arrive au bar, on commande un coup et évidemment, soir de rupture, on fait un peu la fête. Moi, je suis malheureux comme tout et je bois trop et on finit par rentrer, chez Quentin avec, Charlotte, Quentin et moi. Il se passe rien, ce soir-là entre elle et moi. Surtout qu'en plus, moi, je suis un peu enfin, je donne pas envie, quoi. Je viens de me faire larguer, j'ai trop bu, c'est pas très joli à voir, quoi et il se passe rien, mais je sais pas, en tout cas, j'ai envie qu'il se passe un truc. Sauf que le lendemain, on avait prévu d'organiser un dîner, avec, ramener du vin et cetera et on les avait invités à dîner, Charlotte et l'autre pote qui était là. Donc ils viennent dîner et pareil, moi je suis encore à moitié bourré, je suis malheureux, j'ai pleuré toute la journée. Là, j'essaye pas d'embrasser Charlotte, mais je fais quelques avances un peu à la fois maladroites et marquées et elle me repousse, en me faisant clairement comprendre que: «Mec, mais non, enfin tu dégoûtes un peu quoi, tu vu l'état dans lequel tu es, tu t'es fait larguer hier, non quoi, c'est pas possible, ça peut pas marcher». Et puis, le temps passe. Je finis par recevoir une carte de vœux dessinée à la main. C'est des dessins érotiques dessus et en fait, c'est Charlotte qui dessine un peu et qui, fait pas mal de dessins de ce type-là, qui, tous les ans fait des cartes de vœux pour ses amis, et qui là m'en avait envoyé une. Donc je reçois la carte de vœux et ça attise ma curiosité quand même. Et là, on se manque de peu, avec Charlotte parce que je veux lui envoyer un texto pour le remercier. Je demande son numéro à Quentin, qui me donne pas le bon numéro. Donc j'envoie un texto, qui n'est jamais arrivé. Là, on est au mois de janvier 2018 et je finis par revoir, Charlotte à l'anniversaire de Quentin, le 28 janvier 2018. Et là, je dois croiser son regard au début de la soirée. Elle me demande une clope, je lui la donne. On se tourne autour pendant 2 heures et puis, on discute, on finit par s'embrasser. La particularité de ma relation avec Charlotte et de la relation de Charlotte avec Quentin, c'est que en fait, Charlotte, avant d'être ma copine, c'est d'abord une des meilleures amies de Quentin. Il y a ce fonctionnement qui s'installe où, bah, elle sait que de toute façon, Quentin est ultra important dans ma vie. Lui, évidemment, comprend que Charlotte est en train de prendre de plus en plus de place dans ma vie. Donc il faut faire un peu de la place pour tout le monde. Charlotte le vit très bien et je pense que, heu, évidemment, le fait que ce soit d'abord une amie de Quentin, ça n'y est pas étranger et je pense qu'elle comprend très vite par rapport à d'autres de mes ex ou à certains de mes copains, elle comprend très vite que c'est Quentin chez moi, c'est pas une option, ça fait partie de mon équilibre et que pour bien vivre moi, je dois être avec lui. Je fonctionne avec lui et c'est à peu près à cette époque-là, ouais, que Charlotte du coup, qui nous voit un peu faire les 400 coups, comme on faisait gamin, sauf que là, on commence à avoir 30 ans, que Charlotte commence à nous donner des surnoms un peu sympas. Il y a Kiki Fluke, il y a Rapide et Furieux, il y a, No Limit et Limitless, il y en a plein. C'est un peu pour tout parce qu'avec Quentin, on se lance, même encore à 30 ans dans des expéditions pas possibles, et ça,
quand tu es en couple avec moi, il faut ou avec lui, il faut un peu tenir le rythme de ces trucs-là, quoi, qui sont plus vraiment des conneries d'ado. Dans l'été 2018, peut-être juillet 2018, donc Quentin, il est dans sa phase un peu de renaissance, je me mets en coloc, je change de boulot, je change de vie et cetera et à ce moment-là, il est très, très amoureux d'une fille qui lui fait découvrir pas mal de choses assez sympas et il part avec elle, faire la cuisine dans un festival de théâtre, il gère toute une cuisine associative, enfin il s'implique à mort, il y reste 3 semaines et là pour le coup, je me tape une vraie mission parce qu'un soir, il est avec elle et il lui dit: «Mais écoute, je comprends pas bien, on est ensemble, on n'est pas ensemble?» Elle dit: «Bah non, on n'est pas ensemble». Et là, lui, s'effondre parce qu'il est amoureux comme pas possible. Il est à Rouen, à 2 heures et demie de là où j'habite à ce moment-là et du coup, il m'appelle. Il me dit: «Viens me chercher». Moi, en plus, je bossais ce jour-là, c'était un week-end, mais j'avais travaillé. J'allais juste commencer à me détendre et à passer mon samedi soir tranquille et évidemment, je suis allé le chercher et j'ai fait mes 5 heures de route, pour aller le chercher et le ramasser avec son sac à dos et sa déprime, dans ma bagnole en plein milieu de la nuit. On est en novembre 2020. On a décidé avec Charlotte de gentiment commencer à peut-être essayer d'avoir un enfant. On a pris cette décision-là 1 mois et demi plus tôt, en se disant qu'on avait le temps et que ça prenait du temps d'avoir des enfants. Donc, en moins d'1 mois et demi, elle est enceinte. Évidemment, c'est une super nouvelle, et le premier truc que je fais, c'est que j'appelle Quentin pour lui dire, qui est la première personne à qui je le dis, qui à ce moment-là est dans une soirée, qui est content pour moi, mais je vois que le train arrive pas en gare, quoi. Il percute pas complètement sur le moment le truc qu'en fait, bah, ma vie va changer, la sienne avec, que voilà, je vais devenir papa et que le monde va basculer dans autre chose. Il s'en rend pas compte sur le coup et c'est 2-3 heures plus tard, il m'envoie des textos en rafale en me disant: «Mais attends, mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu vas faire? Mais tu es sûr?» On emménage ensemble tout début mars 2021 avec Charlotte qui est donc enceinte à ce moment-là. En fait, Quentin, il vient nous voir parce que il a décidé de partir de Paris, il a rendu son appart et il veut aller ouvrir un resto, en Ardèche, pas loin de là où ses parents habitent maintenant. Il vient nous voir comme ça, il voit Charlotte enceinte, il voit l'appart, il voit là où on est installé. Enfin il voit à quoi va ressembler notre nouvelle vie. Il en profite pour revoir ses potes, restés à Paris. Il en profite pour, passer, dans le resto où il travaillait, avant de partir de Paris. Donc il fait un peu une tournée, d'adieu à ce moment-là parce qu'il change de vie et qu'il va aller habiter en Ardèche et que l'Ardèche, c'est loin. Et donc il récupère aussi sa moto qu'il avait laissée dans le parking de son ancien appart et le jeudi 25 mars 2021, en fin de journée, moi je pars courir, je vais sur la coulée verte. Je reviens et je m'assois dans le canapé, j'entends la porte qui s'ouvre et j'entends Charlotte en larmes et je me demande à ce moment-là ce qui se passe et je pense tout de suite au bébé en me disant: «Mais il est arrivé quelque chose au bébé, ça va être affreux» et Charlotte est en larmes et je l'entends sangloter et elle avance pas dans le couloir. Je me demande qu'il arrive et elle arrive devant moi, je la prends dans mes bras, je lui dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le bébé, ça va pas?» et elle me regarde défaite et elle me dit: «C'est Quentin, il est mort». Et et en fait, il a eu un accident de la route, banalité, d'accident de la route, quoi. En rentrant chez ses parents et il est mort, presque sur le coup dans un accident de moto. Je le réalise pas, je ressens pas grand-chose et je me dis qu'il faut gérer les choses pratiques. Donc j'appelle son frère et lui, il habite loin, donc il faut qu'il rentre, il faut organiser ça et il faut prévenir les gens et là, c'est la mission, quoi. Lui, je pense qu'il est à peu près autant sous le choc que moi, donc on se répartit les gens et dans la soirée, jusqu'à, 00:00, 01:00, 02:00 du matin, je refais les 15 dernières années de la vie de Quentin avec des gens que je
connais du coup moi aussi depuis 15 ans pour leur annoncer la nouvelle, et il y a un espèce de vide intersidéral, qui est accentué par le fait que, enfin Quentin avait oublié son tube de dentifrice à côté du mien avant de partir quoi. Parce qu'il oubliait toujours quelque chose, quelque part. Il y a sa présence encore. Il y a sa présence chez moi et ça c'est l'immédiat, c'est le sensoriel et puis après c'est pour moi c'est vraiment le vide parce qu'en fait j'ai beaucoup de temps et le passer les premiers jours, les premières heures, je me rends compte que, bah, j'ai du temps quoi, à ne plus l'appeler, à ne plus passer avec lui et c'est très vide. J'ai vraiment l'impression d'avoir perdu la moitié de moi-même. Au-delà de la formule gadget, dans le quotidien, pour prendre une décision importante, voilà, pour organiser mon temps le week-end, il y a un trou aujourd'hui. Ma fille, elle naît le 19 août, 2021, donc c'est 6 mois quasiment tout pile, après la mort de Quentin. Alors l'arrivée de ma fille, à ce moment-là, dans cette année-là, elle change tout. Heu, c'est pas un rayon de soleil, mais si quand même, qui vient mettre un peu de lumière, là où il y en avait plus depuis plusieurs mois. Et évidemment, Quentin devait être le parrain de ma fille. On prend la décision quasiment le jour de sa crémation avec Charlotte de proposer le rôle de parrain et de marraine aux parents de Quentin, qui nous font le plaisir d'accepter et qui depuis, je crois, se plaisent pas mal dans ce rôle-là. Alors ma fille s'appelle Astrée, c'est un prénom, qu'on a choisi évidemment tous les 2 avec Charlotte. Astrée, c'est un prénom que Charlotte a proposé. Ce qu'elle ne savait pas, même si c'est, anecdotique, c'est qu'Astrée, c'est le nom d'un livre du 15e ou du 16e siècle, je sais plus, qui est assez connu dans la région de Saint-Étienne. C'est un roman qui est objectivement pas très intéressant. C'est un nom aussi qui se retrouve dans la mythologie grecque, mais Charlotte connaissait l'aspect mythologique, mais pas du tout cet aspect-là et le bouquin a été écrit par, quelqu'un qui s'appelle Honoré d'Urfé. C'était, d'ailleurs le nom du lycée de Quentin et il y a une dimension qui me rattache à Saint-Étienne et qui me rattache à l'enfance et l'adolescence que j'ai passée à Saint-Étienne, qui me rattache pas au lycée de Quentin où j'ai aucun souvenir, mais à cette époque-là, et qui est, a posteriori fortuite puisqu'on avait choisi, le prénom avant que Quentin ait son accident. Aujourd'hui, pour moi, tout est plus compliqué. Heu, là, je suis en train d'acheter un appart, c'est une décision que j'ai prise et évidemment que j'ai pris avec Charlotte, mais que j'ai pris sans le consulter lui, sans lui en parler, sans lui demander, lui demander ce qu'il en pense et aujourd'hui, ma vie, c'est un peu l'apprentissage du courage et de l'autonomie, quoi. C'est-à-dire que mes décisions où avant j'avançais, toujours avec, pas un filet de sécurité, mais avec son avis et en sachant qu'il était d'accord ou pas d'accord, mais qu'au moins je savais ce qu'il pensait. Aujourd'hui, j'ai plus ça. Donc j'avance beaucoup plus dans le noir, que ce que je faisais avant. Ça m'arrive assez régulièrement de réagir encore comme si Quentin était là. Il y a pas si longtemps, l'été dernier, je prends un taxi pour aller à Montparnasse et avec Quentin, il y a un truc qu'on aimait beaucoup faire, c'est, s'asseoir à une terrasse de café pour imaginer la vie des gens, les classer un peu en fonction de ce qu'ils se racontent, de leur tête, de manière complètement subjective et parfois on tombait un peu sur des phénomènes, on s'imaginait que les gens étaient un peu des phénomènes et là, le chauffeur de taxi qui m'emmène à Montparnasse ce jour-là, c'est un beauf de compétition. Il est raciste, il est pas agréable, il parle mal,
il est anti-vaccin, il veut pas porter de masque. À ce moment-là, j'ai le package complet. Je me dis: c'est un registre de compétition. Il dépose à Montparnasse et le premier réflexe que j'ai, c'est de sortir mon téléphone, pour appeler Quentin, qui évidemment peut pas décrocher, et je me rends bien compte que ça a pas de sens ce que je suis en train de faire dans la demi-seconde. Mais malgré tout, mon geste intuitif, c'est de faire ça, de l'appeler pour lui raconter, alors qu'il va pas décrocher. On est, en Ardèche, c'est à l'été début de l'été 2021. On est chez ses parents avec Charlotte. Son père nous donne quelques affaires dont il pense qu'elles doivent nous revenir. Il nous donne un couteau de cuisine que Quentin adorait. Ce couteau, on lui avait offert avec son frangin et Charlotte, on s'était mis ensemble pour, lui offrir pour ses 30 ans. Il nous rend le couteau et il me donne, des affaires que Quentin avait dans son portefeuille qui dataient du voyage aux États-Unis, et il y a dans ces affaires des choses que je pensais jamais revoir, qu'on s'était séparés pendant le voyage. Donc c'est un petit tas de papier, qui a aucune valeur, mais qui en a pour moi. Il y a dans ces affaires, des post-it qu'on avait récupérés en discutant avec des gens à Chicago. Il y a des cartes, d'entrée gratuite, dans un club de strip, à Las Vegas, et il y a, et ça j'étais surpris qu'il l'ait gardé, la carte de métro que j'avais prise pour lui en allant le chercher à l'aéroport à New York. Je lui avais pris une carte pour gagner 5 minutes et qu'il ait pas à faire la queue au distributeur, et ça il a gardé ces choses-là, comme moi j'ai gardé, les autres affaires. En fait, on s'était splitté en 2, ces souvenirs-là pour garder un souvenir du voyage aux États-Unis, et aujourd'hui j'ai récupéré les 2 parties, du butin, et les 2 sont dans mon portefeuille, alors que ces 2 parties-là, n'auraient jamais dû se retrouver. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 201, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage et réalisation, Victor Benamou. Musique, Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.